forêts de la République démocratique du Congo couvrent une superficie de plus de 100 millions d'hectares. L'idéal serait que ces forêts contribuent efficacement dans l'économie nationale, dans l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, mais surtout dans l'atténuation des impacts des changements climatiques. Mais pour relever ces défis, le pays a donc besoin des outils pour permettre à cette ressource naturelle, bien sûr, de relever ces défis. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce programme écologique Objectif Vert. Nous parlons aujourd'hui des forêts congolaises à l'ère de la réforme forestière qui est d'actualité. Pour en parler, nous avons choisi de donner la parole à un professeur d'université, les professeurs Ngué Augustin Okwe. Il est 2 fois docteur, professeur en agroéconomie, expert en environnement et en biodiversité. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être l'invité de notre magazine. Alors, professeur, d'entrée des jeux, quel est l'état des forêts congolaises à ce jour? Nous sommes en 2026. Merci beaucoup. À ce jour, je peux vous dire que la situation de la forêt congolaise est au rouge. Okay. Lorsque je dis au rouge, ça veut dire, sur le plan économique, vous l'avez bien dit, la forêt ne contribue qu'à moins de 0,5% dans le PIB. Donc notre forêt ne contribue à rien sur le plan économique. 0,5%, combien vous dites? 0,5%. 0,5%. Seulement? Oui, même pas 1%. Donc ne contribue à rien sur le plan économique. Sur le plan social, il y a la pauvreté, à outrance dans les milieux ruraux et tout. Et sur le plan écologique, vous savez vous-même qu'aujourd'hui, la déforestation bat son plein. Nous perdons à peu près plus ou moins 1 million d'hectares chaque année. Et vous comprenez que dans cette situation, si nous continuons comme ça, sans outils, sans améliorer la gestion, après X temps, on aura de sérieux problèmes avec la forêt. Ouais. Alors, vous dites que les signaux sont au rouge. Oui. Et pour cause le manque d'outils nécessaires, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors que le pays a adopté, je crois, en 2002, les codes forestiers, est-ce qu'aujourd'hui, ces codes forestiers, est-il démodé? Il n'est plus utilisable? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut d'autres outils aujourd'hui, en 2026? Oui, effectivement, les pays avaient adopté les codes forestiers de 2002. Mais premièrement, ce code forestier n'a pas produit des résultats escomptés. Ça, c'est on n'était pas adapté par rapport aux problèmes qui s'est posé. Et puis, des deux, aujourd'hui, ce code forestier est complètement obsolète. Pourquoi obsolète? Parce que les codes forestiers ne reprend pas toutes les thématiques émergentes qui ont vu les jours après 2002 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Imaginez-vous tous les différents accords de Paris, accords de ceci, les crédits carbone, les crédits carbone, les codes forestiers. À cette époque, ça n'existait même pas. Donc c'est un outil qui était peut-être acceptable. Je dis acceptable à l'époque parce que ça concernait plus l'exploitation du bois et un peu plus la conservation, mais plus l'exploitation du bois. Donc à l'époque, l'exploitation artisanale et industrielle. Oui, donc on considérait plus la forêt comme regorgeant des ressources ligneuses. Et non ligneuses. Et oui. Plus des ressources ligneuses, en fait. C'était un code forestier qui reprenait plus ces ressources ligneuses. Or, actuellement, la forêt n'est plus seulement la forêt par rapport aux ressources ligneuses, mais il y a plusieurs autres ressources qui entrent en jeu. Donc, ce code est complètement démodé. Et puis, le vrai problème est que ce code-là a été élaboré sans un diagnostic au préalable. D'accord. Oui. Mais pour en venir, avant d'arriver au diagnostic, je vais quand même revenir sur les outils, professeur. Oui. On dit que pour relever les défis auxquels les forêts derrière se sont confrontées, il faut des outils. Parmi les outils, y a-t-il seulement le code forestier? Il y a un autre outil que les gens qui nous suivent doivent comprendre par outil pour bien gérer les forêts. Quels sont les outils qui vont permettre à la RDC de bien gérer ces forêts? Moi, au lieu de parler de la gestion directe des forêts comme ça, j'ai préféré qu'on parle plus de la réforme forestière d'abord. D'accord. Et cette réforme forestière commence effectivement par les diagnostics. Et après les diagnostics, vous élaborez la politique forestière qui n'existe pas depuis que la RDC existe. Il n'y a pas une politique sous forme d'un document. Bien sûr, il y a des arrêtés, des décrets un peu disparates qui faisaient la politique. Par l'absence d'une politique, c'est aussi une politique. Tout à fait. Donc, mais il n'y avait pas un document de politique. Donc, parmi les outils, vous avez les documents de politique. De deux, vous avez les codes forestiers. Les codes forestiers qui n'est rien d'autre que l'expression juridique de cette politique. À part cela, il y a des décrets. Et après, il y a d'autres outils qu'on utilise pour la mise en œuvre et tous les arrêtés. Donc aujourd'hui, s'il faut comprendre les outils phares, c'est la politique. C'est d'abord la politique, donc la vision globale en fait. La politique et le code forestier. Et donc vous disiez tantôt que la politique ou le code forestier n'était que l'émanation juridique
de la politique forestière. C'est l'émanation juridique de la politique forestière. D'accord. Donc on ne peut pas parler d'un code forestier sans parler de la politique forestière, n'est-ce pas? Jamais, ça vient d'où? Alors en 2002, quand on a promulgué ou adopté le code forestier de 2002, est-ce qu'il y avait une politique forestière? Comment on était arrivé à avoir un code forestier sans avoir une politique forestière? Bon, si tu me permets, je peux répondre anticipativement. C'est comme aujourd'hui. On est déjà en train d'élaborer les codes forestiers sans cette politique. D'accord. Donc, bref, c'est la non-maîtrise, si vous me permettez, la non-maîtrise des théories et des principes qui régissent même la réforme forestière. Okay. Parce que les codes forestiers, en quelque sorte, la réforme forestière, c'est comme une chaîne. Okay. Les codes, c'est comme si vous êtes en premier graduat. Vous devez d'abord faire le premier graduat pour passer en deuxième. Okay. Le deuxième graduat, c'est la politique forestière. Mais vous sautez directement, vous allez en deuxième graduat pour élaborer ces codes. Vous vous êtes inspiré de quoi? Si vous voulez que je donne un exemple, aujourd'hui, avec les documents que nous avons, si vous me permettez, je peux dire moi, parce que je suis dans plusieurs organisations, que moi, j'ai proposé avec mes amis de Cogofold, je me dis, dans notre document de politique, les premiers axes, par exemple, de la politique, c'est l'axe la gouvernance, comment améliorer la gouvernance. Et si vous regardez les titres 1 des codes forestiers que nous avons déjà aussi proposés, le titre 1 reprend la gouvernance. Sur le plan juridique. Vous avez proposé un code forestier déjà? Oui, on a déjà élaboré des documents. Je pense que je vous ai déjà envoyé. J'ai vu un document que vous m'avez envoyé, mais ces documents que vous m'avez partagé, ils tiennent compte d'une politique déjà élaborée, d'un diagnostic déjà effectué? Parce qu'on a d'abord proposé la politique. J'ai dit proposer. Parce que nous n'avons pas qualité à élaborer. C'est l'administration forestière qui élabore la politique. Oui. Mais l'administration forestière élabore la politique en concertation ou bien en harmonie avec les différentes parties prenantes. Oui. Donc moi, vous, tout le monde ici, est partie prenante et peut proposer. Oui. Vous, par exemple, vous pouvez proposer la politique de communication par rapport à la politique forestière. Oui. Donc on a proposé le code forestier. Vous allez vous rendre compte, j'ai établi même un schéma de concordance entre la politique et les codes. Donc si quelqu'un vous montre un code forestier, il faut lui demander où est la politique. Maintenant, il faut regarder les premiers points là-bas, ça doit être les titres 1 dans les codes forestiers. Mais professeur, vous avez proposé une politique forestière sur base de quel diagnostic fait? Vous avez fait un diagnostic? Oui, on a fait les diagnostics parce qu'en réalité, je faisais partie aussi des consultants dans l'administration. Pas à titre formel, mais j'ai travaillé avec eux. Oui, en tant que consultant. Donc à ce titre-là, oui, à ce titre-là, j'ai les documents des diagnostics. Si vous pouvez me les permettre, je fais partie des grands contributeurs de ces documents de diagnostics. Mais ce document de diagnostic, professeur, il date de quand? Parce qu'on parle d'actualité. Il date de 2023. Lorsqu'on avait les états généraux. Des forêts états généraux avec la ministre Bazaïba. Bazaïba, son excellence. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, les gens qui vivent, on va quand même revenir sur les petites entre guillemets, les citoyens lambda que je suis, qui sont beaucoup de Congolais d'ailleurs, qui voient la question de la gouvernance forestière, qui voient la question de la réforme forestière qui aujourd'hui est d'actualité, qui ne comprennent pas, qui se sont, on va dire, entre guillemets, exclus. Est-ce que cette politique forestière que vous avez proposée prend en compte ces citoyens qui sont dans la forêt, qui vivent dans l'arrière-pays, ces Congolais du milieu rural, ces Congolais qui vivent des forêts, qui dépendent des forêts congolaises? Effectivement, moi, si vous me permettez, j'insiste encore que j'ai proposé, mais que je n'ai pas élaboré comme politique, parce qu'il n'y a que l'administration qui peut élaborer un document de politique. Et dans les documents-là, nous avons tenu compte de la communauté rurale, du monde rural en fait, et c'est dans l'axe, le deuxième axe juste après la gouvernance. Parce que dans cette politique, je suis capable de vous dire, c'est ce que vous voulez peut-être. Le premier axe, c'est la gouvernance en fait. Qu'est-ce dit gouvernance pour que les gens comprennent en fait? Lorsqu'on dit gouvernance, c'est-à-dire c'est l'ensemble des règles, des principes qui doivent régir la forêt. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ces règles, ces lois régissent qui? Régissent l'homme. L'homme est au centre. L'homme est au centre dans notre politique-là. Et cet homme-là, c'est ça la communauté, tenue compte des droits communautaires, de l'inclusivité, des femmes, des genres et tout. Et le troisième axe, comme on a fini les problèmes de l'homme, maintenant, comment la forêt peut générer de la valeur? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Les gens disent politique. À quoi ça sert une politique? La politique va permettre à ce que la forêt produise une certaine valeur ajoutée. C'est ça l'objectif. Que la forêt puisse produire une richesse. Et cette richesse-là vient d'où? Ça vient d'abord
Ça peut être matériel ou immatériel. Lorsque je dis les avantages sociaux et tout, ça c'est immatériel. Mais à part ça, on a les bois d'œuvre. Ça peut être une source de valeur, l'exploitation des bois d'œuvre. Il y a l'exploitation des bois énergie, durable bien sûr. C'est une source de valeur. Il y a la biodiversité, y compris les PFNL, la conservation, et puis après, il y a les climats. C'est ce qui justifie même lorsqu'on dit axe de la politique, axe de la politique. Ça veut dire, c'est une fonction mathématique pour dire comment on peut augmenter la valeur dans la forêt. Et avec toutes ces branches-là que vous avez... Toutes ces branches. Maintenant, la gouvernance, ce n'est pas un axe. La gouvernance, c'est les facteurs transversaux qui va permettre à tous les autres axes-là de produire de la valeur. Voilà pourquoi dans la politique, on parle toujours gouvernance, gouvernance, gouvernance. Gouvernance, on va dire c'est ce qui englobe, en fait. Oui, ce sont des règles, pas qui englobent, mais ce sont les qui mettent les conditions favorables pour que les autres fonctionnent bien. Lutte contre le fraude, la transparence, la traçabilité et tout ça. Et le deuxième axe, pour répondre à votre question, tient compte de l'inclusivité, les droits des communautés, ainsi donc de l'homme. Ce qui n'existe pas. L'homme est celui qui est en milieu rural. L'homme des milieux rural et l'homme du secteur forestier. Parce que, ça je vais vous dire, la particularité avec la politique de l'administration, il n'y a pas l'aspect de l'homme forestier. De l'homme forestier, je dis agent du service forestier. Vous avez dit dans votre politique à vous, comme je le lis ici dans votre document, l'homme n'est pas mis au centre. Alors que votre politique que vous posez, l'homme est au centre. L'homme est au centre, on ne fait pas la politique. Ça veut dire que l'homme n'est pas au centre de la politique. Ça veut dire quoi quand vous dites que dans ce qui est proposé, l'homme n'est pas au centre? L'homme n'est pas au centre, ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte des avantages que l'homme va tirer de ça. Il parle bien sûr un peu d'inclusivité, mais il ne parle pas de l'homme de l'administration. D'accord. C'est-à-dire, si tu vas dans l'administration forestière aujourd'hui, ça, si vous me permettez, je peux vous le dire, vous allez voir, il y a trop de gens dehors, devant des bureaux, il ne faut presque pas grand-chose. Il y a un problème de renforcement des capacités, il y a un problème de traitement en termes de primes, de salaires. Tous ces problèmes-là liés à l'homme de l'institution ne sont pas traités. Mais ces problèmes, professeur, ils ne se retrouvent pas que dans les secteurs forestiers, dans plusieurs secteurs du pays. Il n'y a pas que dans les secteurs forestiers où on trouve les fonctionnaires qui travaillent dans l'administration. Pour le cas échéant, c'est on va parler des forestières, des secteurs forestiers, mais dans d'autres secteurs aussi, on verra des fonctionnaires qui sont là-bas en train de traîner. Alors, il fallait me dire, professeur, comment vous définissez la forêt? Maintenant, la forêt aujourd'hui, c'est un capital. Ce n'est plus la forêt comme était à l'époque, mais comme l'administration l'a défini, comme un espace, une superficie qui a des espèces lignées. Non. La forêt, c'est un capital stratégique aujourd'hui qui peut être utilisé comme moteur de développement. Tout à fait. Vous comprenez? Pour contribuer efficacement au développement. Donc aujourd'hui, on peut se développer seulement sur base de la forêt. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer les hommes de l'administration forestière et les hommes des autres secteurs. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien l'excellence du président Félix Tshisekedi. À un moment, il avait imaginé de transformer le ministère de l'Environnement comme un ministère d'État. Oui. Parce qu'il avait une vision de l'aigle. Tout à fait. Et aujourd'hui, il a créé même des ministères dans les mêmes ministères. Oui. Et imaginez-vous, quelle vision! Donc, aujourd'hui, le président s'est rendu compte qu'on doit développer aussi la nouvelle économie du climat. Mais dans l'ère politique, là, on ne fait pas allusion à la nouvelle économie du climat. Curieusement, dans votre politique, je n'ai pas vu où on parle de la superposition des titres, professeur. Aujourd'hui, il y a cette question de la superposition des titres qui bat son plein également. Parce que des endroits où, par exemple, avec les couloirs écologiques, les couloirs verts Kinshasa, il y a des forêts qui sont jadis, qui étaient consacrées à la conservation, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre politique à vous traite la question de la superposition des titres? Et effectivement, ça traite la question de superposition, même dans les codes forestiers. Et j'ai parlé d'intersectorialité. Oui, j'ai vu les mots intersectorialité. Et lorsque vous voyez seulement intersectorialité, ça veut dire comment la politique forestière, comment le secteur forêt va essayer de traiter certains contentieux qui existent entre les différents secteurs. Pour éviter les chevauchements. Pour éviter les chevauchements. C'est traité, ne vous en faites pas. Parce que cette politique-là, elle est intégrale. C'est ça même l'idéal pour le pays. Et cette politique, comme vous en parlez, qui est intégrale, elle tient-elle compte des dividendes, on va dire, de la vente? Parce qu'aujourd'hui, on parle de crédit carbone. Est-ce qu'elle tient compte de la vente de crédit carbone? Tient-elle compte des paiements pour services environnementaux? Est-ce que votre politique tient-elle compte de tous ces aspects-là? En fait, j'ai bien compris que vous l'avez bien lu. Parce que cette politique-là montre que, je vous ai bien dit, il y a les axes qui sont là, qui vont créer de la valeur, produire de la valeur ajoutée. Mais il y a un axe qui a comme rôle de mettre de bonnes conditions pour la valorisation. Or, si vous voulez augmenter les prix des crédits carbone aujourd'hui, passer de 5 $ aujourd'hui même à 30, il faut améliorer la gouvernance. C'est ça le secret.
C'est-à-dire la traçabilité, les contrôles, la collecte des données, les mesures, l'évaluation. Tout cet ensemble-là qui constitue la gouvernance, c'est ce qui permet à augmenter la valeur du crédit carbone. Si notre crédit carbone est vendu à bas prix, les principaux problèmes, c'est la gouvernance. Soit. Et un autre problème que je voudrais encore vous poser, savoir si réellement votre politique, en tout cas celle que vous proposez, tient compte de cet aspect des choses. Aujourd'hui, vous avez parlé dans votre entame, vous avez parlé de la déforestation. Aujourd'hui, la déforestation est un problème qui est, on va dire, qui gangrène les forêts de la RDC. Oui. Dans toutes les grandes villes, les petites forêts qui sont aux alentours des grandes villes sont en train d'être décimées pour besoin de charbon, de bois, pour besoin d'énergie. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous, dans votre politique, pour pouvoir atténuer cette déforestation-là? Vous avez parlé tantôt de la multisectorialité, je ne sais pas comment les mots m'échappent un peu. Oui. Comment vous allez résoudre les problèmes de bois? Parce que les gens doivent bien vivre. Comment résoudre ce problème de déforestation? D'abord, je vais commencer par vous expliquer l'ampleur de cette déforestation. Aujourd'hui, à Kinshasa, les makala que nous consommons, ça vient même de l'Équateur, de Maïndombe et même du Kasaï. Plus loin que ça? Plus loin que ça. À Lubumbashi, ils sont déjà à plus de 200 km. Donc, ça veut dire que la déforestation bat son plein. C'est comme un cancer. Qui gangrène en fait les forêts. Oui, qui gangrène les forêts. Or, les véritables problèmes liés à la déforestation et tout, ce n'est pas un problème écologique, non. C'est plus un problème lié à l'énergie et à la pauvreté. C'est un problème économique. Un problème économique et socio-économique. Voilà. Et comme c'est un problème socio-économique, voilà pourquoi dans notre politique-là, nous proposons la production de l'augmentation de la valeur. Et nous prévoyons aussi un axe des bois énergie. Donc nous prévoyons l'énergie. Nous disons, utiliser les makala, ce n'est pas mauvais. Mais il faut utiliser de façon durable. Lorsqu'on dit durable, ça veut dire, les makala dorénavant, ça doit venir des plantations. Lorsque les makala viennent des plantations, comme dans d'autres pays de l'Est, par exemple, Burundi, ainsi de suite, les makala viennent des plantations. Ça ne crée pas. C'est-à-dire, on plante des arbres, les acacias par exemple pour la production des makala. Soit encore on utilise les foyers améliorés pour diminuer la quantité. On utilise aussi des fours de carbonisation à haut rendement parce qu'aujourd'hui les rendements des makala et des fours de carbonisation est de 8%. Les rendements, ça veut dire que sur 100 kg de bois que vous brûlez, vous n'avez que 8 kg de makala. Tout cela est perdu sous forme de cendres, de ceci, de cela. Et ça contribue aussi, la coupe d'abord, accentue la coupe de bois. De deux, ça augmente les gaz à effet de serre. Tout à fait. Oui. Avec le gaz qui remonte. Oui, avec des gaz qui remontent, ça contribue à réchauffer encore la planète. Au lieu d'être pays solution, on devient maintenant pays problème. Oui. Nous sommes déjà d'ailleurs. Donc c'est prévu, dans l'axe 4, je pense, on parle déjà des bois énergie et de la transition énergétique. La transition énergétique que vous proposez, vous, dans votre politique, c'est qu'on puisse mettre en place tout ce que vous avez énuméré. Oui. Et qui sont traduits déjà dans les codes forestiers. D'accord. Oui. Alors, parmi les axes, vous avez parlé de l'axe 1, on a passé à l'axe 5. Oui. Okay. Donc, professeur, dites-nous, est-ce que vous pensez que vos propositions sont-elles réalisables à ce jour dans ce pays? Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait comme proposition, nous sommes capables de les faire parce que d'autres pays les font déjà. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est un problème de volonté politique. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'administration est déjà en dehors même de la plaque, mais ils refusent d'appliquer l'idéal parce qu'on leur montre, voici ce qu'il faut faire, mais ils ne comprennent rien, ils veulent à tout prix faire ce qu'eux pensent là-bas. Donc, tout ce que j'ai proposé là-bas sont réalisables. Parce qu'aujourd'hui, même si vous voulez fabriquer un avion aujourd'hui, il y a des formules. Ce n'est même pas un problème. Il faut juste suivre la formule. Oui, il faut seulement suivre la formule. Alors, professeur, nous parlons tantôt du fait que la déforestation gangrène le pays, du fait que toutes les grandes villes du pays, en tout cas, font face à la rareté de la braise, parce que tout autour, la forêt a été décimée. Mais je voudrais qu'on parle quand même aussi de l'axe 6 de votre politique, la politique que vous proposez en tout cas. Vous parlez de l'exploitation et de la transformation. On parle de l'exploitation, de la transformation. C'est seulement de bois ou pas? Vous faites déjà autre chose? Parce qu'ici, vous avez dit qu'on ne devait pas prendre la forêt comme seulement, comme c'était dans les codes forestiers de 2002, que l'exploitation de bois, que les produits ligneux. Qu'est-ce que vous proposez, à part le bois pour exploitation et transformation? Ok, ce que je propose aujourd'hui, l'exploitation des bois, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, c'est l'unique pays
qui a l'ampleur de l'exploitation la plus faible qui puisse exister. Avec une si grande forêt. Avec une si grande forêt. On n'exploite presque pas nos forêts. Pourquoi? Parce qu'il y a moratoire, il y a ceci. J'ai parlé aussi de ça dans la politique, même dans les codes forestiers. En fait, ce que je propose, c'est quoi? On ne peut pas abandonner le secteur d'exploitation. Mais il faut exploiter de façon durable. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a les outils, les plans d'aménagement, ainsi de suite, qu'il faut avoir. Je parle de ça aussi dans les codes forestiers et tout, qu'il faut avoir pour que cette exploitation-là ne détruise pas tout ce que nous avons comme ressources. Mais à part l'exploitation des bois, comme je vous ai dit, la différence avec les codes forestiers de 2002, cette politique ici vous permet à valoriser plusieurs ressources. À la fois. À la fois. Il y a entre autres l'exploitation des bois, qui doit être durable bien sûr, des bois d'œuvre, l'exploitation des bois énergie, durable, l'exploitation même des bois de services. Les bois de services, c'est-à-dire les bois qu'on utilise pour la construction des maisons, pour les planches. Non, les planches, c'est les bois d'œuvre, pour la charpente, la construction. Vous voyez les titères qu'on utilise lorsqu'on fait des maisons en étage et tout. D'accord. Ça sont des bois de services. D'accord. Oui. Ça aussi peut être exploité. Il y a la biodiversité sous toutes ses formes. D'accord. Ça peut être exploité. Il y a des produits forestiers aussi non lignés, d'origine animale, végétale. On parle de fonds par rapport aux royalties des animaux, c'est dans les forêts. Ça aussi, c'est dans les forêts. C'est-à-dire, si nous valorisons tout ce que nous avons comme ressources. Dernièrement, je pense que je vous ai envoyé même une vidéo où j'ai parlé de l'introduction des rhinocéros. Tout à fait. Si on introduit les rhinocéros juste pour observer, c'est un problème. Il faut qu'on voit comment on peut créer tous les mécanismes possibles pour que ça soit valorisé, que ça soit rentable. Ok. Oui. Alors aujourd'hui, pour ne pas s'éterniser sur la politique, parce qu'on parle également du code forestier qui est aussi en plein, on va dire, réforme, on parle aussi de la réforme du code forestier. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est déjà à parler de la réforme du code forestier? Est-ce qu'on en est déjà là aujourd'hui? Ou bien il faut d'abord commencer par finir, épuiser la question de la politique pour en arriver au code forestier? En principe, comme je vous avais dit, le code forestier, c'est l'enfant et la politique, c'est la maman. D'accord. Et comme nous avons déjà défini, on a déjà fini les mariages par rapport à la politique que nous avons proposée. On a déjà marié la maman. D'accord. Oui. Et donc, il faut parler... Tous les indicateurs montrent que la maman, là, elle est fertile. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons déjà la layette pour la sortie de l'enfant. D'accord. Oui. Mais il faut déjà rappeler aux gens qui nous suivent que ça, ce n'est que par rapport à vous et votre structure qui avait proposé ça. Mais au niveau national, au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration, ils sont déjà au travail aussi. Ils sont en train de travailler. Mais les balles avec eux, ils sont au travail. Mais il y a des consultations qu'eux-mêmes ont acceptées ou que l'excellence a autorisées. Il y a des consultations qui sont en train d'être faites. Oui, non, je pense qu'ils ont déjà fini. Ils vont ramener ces inputs. Oui. Ça veut dire que s'ils élaborent déjà les codes forestiers, lorsque ces inputs-là vont entrer dans la politique, la politique, c'est un tout. Ça veut dire que si tu changes même une phrase, tous les documents sont bouleversés. Donc ce n'est pas les kizobazoba où vous allez commencer à prendre, paf, vous coller, vous copier, coller. Ça, c'est le style de l'administration. Mais nous savons que vous avez les documents en tout cas, on va dire les membres de l'administration, les éléments de l'administration étaient en retraite pour travailler sur le code forestier. Sur le code forestier, effectivement. Alors, que va-t-il se passer s'ils ont fini? Alors que ceux qui sont, je sais qu'ils sont revenus des consultations et qu'ils apportent leurs amendements ou leurs inputs, comme vous le disiez tantôt, et que cela est fini. Comment ça va se passer? Ils doivent recommencer. Ils doivent recommencer. Ils doivent recommencer parce qu'ils doivent accepter d'abord ces inputs. Et s'ils acceptent les inputs, les documents changent. D'abord, la preuve en est que les gens sont allés en consultation avec un document de 70 pages. Oui. Mais une semaine après, ils nous ramènent un document de 90 pages et nous disent à corriger. Imaginez-vous. Ils ont rajouté des éléments sur le terrain. Non. C'était avant les retours des gens et ils sont déjà à 90 pages et puis ils disent à corriger. On ne sait pas si c'est à corriger par qui. Enfin, ils ont dit à corriger. Mais comment vous avez un document à corriger qui est en ligne, on écrit à corriger, mais vous êtes en train d'élaborer un code forestier avec un document à corriger? Mais l'idéal ne serait-il pas, professeur, que l'administration puisse travailler sur ces documents-là, les deux documents d'ailleurs, et qu'ils puissent soumettre ça à la validation de vous, la société? D'abord, oui. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'ils doivent faire. Il faut que leurs documents, c'est ça ce que dit la théorie et les principes de la réforme. Il faut que les documents soient validés, acceptés, finis. Ce n'est qu'après que vous pouvez élaborer les codes forestiers. Parce que si les gens rejettent les éléments de la politique forestière, ça veut dire qu'ils rejettent les codes forestiers. Donc, ce qui va se passer, ou ce qui devrait se passer, c'est que l'administration puisse travailler sur des deux documents et qu'ils les soumettent, n'est-ce pas? Qui soumettent aux parties prenantes. Justement, qui soumettent, quand je dis vous, c'est-à-dire les parties prenantes. Non, pas les deux à la fois, non. Il faut d'abord terminer la politique et que ça soit validé. Vous dites, ça c'est OK, c'est fini. C'est à ce moment-là que vous élaborez les codes. Le code, je vous avais dit, non. L'axe est ici, paf. Là-bas, paf. Maintenant, si quelqu'un change ici,
Donc ici, c'était premier, là-bas, ça devient troisième, ici quatrième. Des fois, vous enlevez, même vous changez là, alors que là-bas, c'est autrement. Donc ça change l'équilibre des tout, en fait. D'accord, professeur. Mais les gens veulent comprendre quand même quand on parle politique forestière, qu'on n'avait jamais entendu parler ici dans notre pays. Il n'y a jamais eu de politique. En tout cas, il faut le rappeler, il n'y avait jamais eu de politique forestière depuis le temps qu'on connaît le pays. Pourquoi aujourd'hui on pense élaborer une politique? Pourquoi ne pas seulement se contenter du code forestier, comme on l'a fait en 2002 jusqu'à aujourd'hui? Non, non, parce qu'aujourd'hui, d'abord, vis-à-vis des partenaires, vous n'aurez aucune crédibilité. D'accord. C'est ça le vrai problème. Vis-à-vis des partenaires, vous n'aurez aucune crédibilité. Et je vous avais dit, chaque année, vous perdez 1 million d'hectares. Et la pauvreté continue toujours. Depuis 2002, nous n'avons jamais eu de crédibilité auprès des partenaires parce que nous n'avions pas de politique forestière. La preuve en est qu'aujourd'hui, le secteur forestier ne contribue ni au PIB, ni sur le plan social. Et sur le plan écologique, c'est toujours au rouge. Donc, vous dites aujourd'hui que sans la politique forestière, les forêts ne seront pas à même de relever les défis auxquels Non, 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 vous ne saurez jamais. Parce que la politique forestière, là que vous attendez, document des politiques forestières, ça veut dire que nous nous retrouvons avec des situations très complexes. D'accord. Si vous augmentez ceci, celui-là va disparaître. D'accord. Or, vous avez besoin d'augmenter ça, en augmentant l'autre, en augmentant ceci, pour avoir un certain équilibre. Et cela, ça ne peut jamais se faire si vous n'avez pas un tableau de bord. Okay. La politique, c'est un tableau de bord qui vous dit, maintenant, il faut mettre 40 km à l'heure, maintenant, il faut mettre 60, il faut réduire et tout. Maintenant, si vous n'avez pas ces documents-là, vous êtes en train de nous conduire comment? Donc, ce sont des actions ponctuelles que vous êtes en train de poser. Donc, si on doit comprendre plus facilement, la politique dont vous faites allusion là, c'est, on va dire, comme l'esprit, en fait, qui doit conduire les secteurs politiques, oui, les secteurs forestiers. Oui. D'accord. Mais vous avez dit que vous avez également élaboré un code forestier que vous avez amélioré, comme vous l'avez vous-même dit, révisé. Quelles sont les particularités qu'on peut retrouver dans votre code à vous, que vous avez proposé? Ah, les particularités. D'abord, dans ces codes. Pour l'amélioration, les améliorations. Très bien. Dans ces codes-là, on parle des principales innovations. D'accord. La première innovation dans cette révision, par l'une des améliorations, il y a par exemple l'aspect des crédits carbone. D'accord. L'aspect des crédits carbone n'existait pas, mais cette fois-ci, ça existe. D'accord. Il y a l'aspect, par exemple, de l'exploitation explicite du bois énergie. Ça n'existait pas. Cette fois-ci, ça existe. Il y a l'aspect qu'avant, on considérait les secteurs forestiers comme juste une superficie avec des produits lignés et tout. Actuellement, dans l'esprit de ces codes-là, on considère cela comme un capital stratégique pour la relance du pays. Donc, bref, en adoptant la politique que nous avons proposée, nous pouvons développer ces pays. Nous pouvons être une grande force pour le développement de ces pays de façon intégrale. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que grâce à ce code forestier que vous avez proposé, les pays vont générer beaucoup d'argent. Le secteur forestier va générer beaucoup d'argent dans les caisses du pays. Grâce à ce code forestier que vous proposez, les pays seront aujourd'hui à même d'offrir des services écosystémiques. Non seulement pour les pays, mais également pour le monde entier. Et grâce à votre proposition de code forestier, qu'est-ce que les populations qui vivent là-bas au milieu rural peuvent attendre justement des forêts qui sont les leurs, entre guillemets, parce que ce sont les gardiens des forêts, les peuples autochtones, vous le savez. Qu'est-ce qu'eux peuvent attendre de ce code forestier, de votre code forestier? Non, non, ce qu'ils peuvent attendre, c'est l'amélioration de leurs conditions. Parce que la différence entre les deux codes est qu'actuellement, si la population ne donne pas son avis positif par rapport à l'exploitation, n'est pas informée par rapport à l'exploitation, pas d'exploitation. Oui. Dans l'esprit de ces codes, il y a, comment je peux dire, c'est plus trop contraignant que les premiers codes. Trop contraignant? Oui. C'est-à-dire nous avons mis des dispositions qui donnent le pouvoir, qui augmentent les pouvoirs de la communauté locale. D'accord. Oui, des communautés. D'accord. Donc aujourd'hui, une population peut avoir sa forêt communautaire. Si elle refuse avec ça, il n'y aura pas de... il n'y aura pas. Il faut le consentement éclairé de la population. Il faut que la population accepte. Et puis, on a introduit une autre particularité, la territorialisation. Avant, ça n'apparaissait pas vraiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons vraiment très bien, comment je peux dire, structuré les pouvoirs au niveau national, au niveau provincial et au niveau des ETD. Ça n'existait pas. Donc, le fait de lire seulement ces documents, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de nouveautés qui peuvent faire de la RDC un grand pays aujourd'hui. Donc, si je comprends bien aujourd'hui, les gens qui ont leur forêt familiale, ça existe, non? Ils peuvent dire non, même à l'État aussi. Ils peuvent dire non à l'État aussi. Bien sûr, c'est-à-dire il faut avoir leur consentement d'abord avant d'entamer toutes les démarches liées à l'exploitation. Alors, cette émission vraiment tend à sa fin. Merci beaucoup, professeur, pour vos enrichissements. Mais je voudrais quand même que vous puissiez revenir sur
comment mettre à disposition des décideurs votre politique et votre code forestier? Comment je peux les mettre? J'ai déjà tenté. Je vous avais dit, il y a un mois, on a déjà écrit à son Excellence, Madame la Ministre, qui est professeure même, mieux placée pour comprendre cela. Elle a des thèses de doctorat aussi. Comme vous? Oui, oui, une thèse en gouvernance forestière. Donc, c'est l'unique spécialiste attitré, plus que moi-même. Parce que lui, elle est docteur en gouvernance forestière. Du Canada en plus. Donc, elle est mieux placée. On lui a écrit, parce que nous sommes des gens ordonnés classiques. Tout à fait. Et à part ça, nous utilisons les médias. Parce que vous aussi, c'est votre problème. Tout à fait. Oui. Et nous pensons qu'avec vos émissions et tout, les autorités du pays vont se saisir de cette information. Parce que ce que nous voulons, qu'il y ait un débat démocratique. Tout à fait. Nous voulons que nous organisons des ateliers, des séances où chaque partie prenante peut présenter son outil. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse est que vous puissiez choisir quel est le meilleur outil qui peut nous faire développer. D'accord. Et nous n'avons aucun autre intérêt. Notre intérêt aujourd'hui est que nous ne puissions pas louper cette occasion de développement. Parce que si nous ratons, nous élaborons une mauvaise politique, parce que nous avons des pressions que nous subissons de par-ci, par-là, ça veut dire que nous condamnons même nos générations futures à plus de 40 ans ou 50 ans de vivre toujours dans la pauvreté. Parce que la preuve en est qu'on a une politique agricole. Ça produit quoi? On a une politique énergétique. Ça produit quoi? Et vous savez pourquoi ça produit rien? Parce que ce sont des documents que les gens font des copier-coller, qui ne traduisent pas réellement leurs ambitions, leurs visions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc la politique, c'est qu'est-ce que moi je veux dans la vie? Oui. Une ligne à suivre. Une ligne à suivre. Oh, maintenant les gens ne savent pas que c'est une ligne à suivre. Ils pensent que là-bas on a écrit quoi? Là-bas, donne-moi cet axe. Ils disent ça c'est mon axe, ça c'est son axe. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est votre mot de la fin, professeur? C'était un message que vous lanciez à l'autorité pour pouvoir prendre en considération les propositions que vous avez faites? C'était ça votre message? Non, mon véritable message, je lance même au garant de la nation. Allez-y. Oui, je lance les messages à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, le président de la République, les garants même de la nation. Qu'aujourd'hui, bien sûr, il est en train de mener des démarches dans le secteur minier et tout pour développer le pays, mais qu'il sache aussi qu'il y a un secteur clé qui est la forêt, qui est jusque-là non exploité. Le pays qui est exploité est mal exploité. Et nous mettons à sa disposition des outils. Il a des experts au niveau de la présidence et tout. Ils peuvent nous inviter et on va leur démontrer comment nous pouvons développer les forêts avec des chiffres à l'appui à travers nos documents, nos outils que nous avons proposés. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes bi-docteur. Vous êtes professeur expert dans les questions de l'agroéconomie, vous êtes expert dans les questions de l'environnement, vous êtes également expert en biodiversité. Vous êtes, sans oublier que vous êtes professeur à l'université de Lubumbashi. Avec le professeur Ngué Okwe, Augustin, nous avons parlé de comment faire que les forêts de la RDC puissent contribuer effectivement au développement du pays dans le secteur économique, dans le secteur social, dans le secteur, on va dire, écologique, culturel même, mais en se basant sur des outils importants que sont la politique forestière ainsi que le code forestier. Merci à vous d'avoir suivi ces programmes écologiques. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.